Bonjour, bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, je reçois Yves Lanteigne, luthier de profession, mais un amoureux de la musique, un passionné. Bonjour Yves. Bonjour. Alors Yves, vous êtes luthier de profession. Oui. Vous venez de famille de luthiers. Pouvez-vous nous expliquer un peu quel a été ce cheminement? Ça a été un cheminement particulier parce que carrément, pendant toute ma vie, j'ai recherché la passion des arts et ça a commencé très jeune. Et jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai arrivé à vouloir faire le métier de photographe et j'ai tombé dans la discipline de la sculpture en spatial au Cégep du Vieux-Montréal. Et suite à ça, j'ai découvert que j'avais le talent, la dextérité de la transformation des matières. Et j'avais encore toujours dans mon cœur la musique parce que mon oncle, mon grand-père, tout le côté de ma mère, c'est tous des musiciens. Ah ouais. Et en même temps, mon grand-père et mon oncle faisaient déjà de la lutherie. Mais je n'avais pas porté attention à cela. Jusqu'à temps que j'ai voulu faire mon premier instrument qui a été un violon électrique. Et j'ai appelé mon oncle et ça a été l'élément débloqueur. OK, qui a déclenché toute cette passion-là. Tout ça. Mais tu dis, on va se tutoyer, Yves. Oui. Tu dis que dans la famille, il y avait des musiciens, donc des musiciens qui devaient chanter. Quels sont les instruments de musique à ce moment-là qu'ils utilisaient? La guitare, le violon? C'était pas mal tous les instruments traditionnels, guitare, voix, le chant, violon, harmonica, mandoline. OK. À part de ça. Donc, ça devait faire des belles soirées des fêtes chez vous. Je me rappelle le premier souvenir que j'ai, je m'assisais devant les autres. Ils étaient obligés de me mettre dehors. À cause, je n'avais pas de place. Là, d'accord, c'est ça. Alors, ça jouait de l'accordéon, de la guitare, non, etc. j'ai pas joué. J'écoutais. Non, l'accordéon? J'écoutais simplement. Okay. J'étais comment l'oreille affinée à ça. Je cherchais toujours à ça m'éblouissait. Ah, donc, rendu au niveau collégial, tu t'es tourné finalement vers le Cégep de Limoilou pour suivre un cours en lutherie. Oui, mais avant d'avoir entamé la formation au Cégep Limoilou, qui était un DEC, un diplôme études collégiales, j'ai eu ma formation en privé avec mon oncle pour la fabrication des violons. Ah. Donc, à partir de là, suite à la formation de mon oncle en privé, un cours de presque d'un 6 mois de temps, 3 à 6 mois, j'ai été admis automatiquement au Cégep Limoilou, qui était un cours de 9 mois. Je vous donne une idée, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Oui, sur la formation, on était une quinzaine d'élèves. Puis à la fin, on était seulement 4 qui ont terminé la formation. Et sur les 4, on était simplement 2 personnes qui s'est investies dans la profession. D'accord. Alors, vraiment, c'est un métier quasiment élitiste, je dirais ça comme ça, parce que peu de gens persévèrent dans ce métier-là. C'est très exigeant. C'est ça. Ça demande beaucoup de connaissances, en particulier à la base, c'est connaître le bois. Même avant ça, c'est avoir une bonne connaissance de la musique, le son, le bois, l'ébénisterie, la sculpture, le dessin, la peinture, la charpenterie, la marqueterie. La marqueterie aussi. Donc, ce sont toutes des arts qui sont quand même différents, mais ils sont connexes aussi parce qu'ils sont tous utilisés dans ce que vous fabriquez. Et voilà. Parce que si vous faites de la fabrication, j'ai vu que vous faisiez de la fabrication de guitare, c'est sûr. Avez-vous fait du violon aussi? Oui. Oui. Le banjo, le mandocello, la guitare électrique, la harpe et je ne sais combien d'autres instruments. Psalterion, lyre. La lyre aussi, qui sont des instruments quand même
moins à la mode aujourd'hui qu'il ne pouvait l'être dans le temps. Oui, c'est ça. Sans rire, ici, en particulier la lyre, harpe, psalterion, ce sont tous des instruments très anciens qui étaient cités dans l'histoire, en particulier dans la Bible, il en parlait. C'était des instruments à cordes pincées et non frottées. Donc, il y avait ces instruments-là qui pouvaient être utilisés. Mais la harpe elle-même provient de l'Afrique, parce que les premières harpes ont été découvertes en Afrique et en Égypte, et par la suite, il y a eu un cheminement dans l'histoire. Ouais. Mais si je reviens à pourquoi tous ces instruments-là, c'est que ce que j'ai découvert en lutherie, c'est que c'est le summum de la maîtrise, discipline dans les arts, parce qu'elle englobe tous les autres métiers. C'est ça. Parce que là, vous passez de la sculpture au dessin. Sur certains instruments, ce sera de la peinture qui sera appliquée dessus. Oui. D'autres, la laque sur tous les instruments, j'imagine aussi, et l'ébénisterie. Mais parlez-nous un peu, parce que j'aime ça, entendre ça, au niveau de la marqueterie. Oui. Ce sont des incrustations, non pas du tout, c'est quelque chose qui se pose sur l'instrument. C'est des incrustations qu'on taille à la main et qu'on insère. La maquetterie est définie de différentes manières, ou bien qu'elle soit en bois légèrement terni brûlé, ou on utilise du nacre de perles, ou d'abalone. Ce sont des insertions qui se font. Des insertions qui se proviennent, la plupart, qu'on dit non nacre, provient du perlé des coquillages. Et de là, c'est sûr qu'exemple, si une matière qui est utilisable pour faire la maquetterie, il n'y a pas de limite. Là. C'est ça. À condition de respecter le produit terminé. Le produit tel qu'il est terminé. Mais vous parlez aussi, Yves, du bois de lutherie. Oui. C'est un bois qui est quand même spécial. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ah oui, le bois de lutherie a toujours besoin d'être sélectionné, en particulier la qualité, l'âge, mais différemment les composantes pour créer chaque instrument. La plupart de tous les instruments, la table d'harmonie est composée avec de l'épinette. Certains vont utiliser aussi du cèdre et du sapin, en particulier dans les violons. Mais c'est quand même très sélectif parce qu'il faut respecter dans le bois une certaine résistance, sonorité et autant le séchage qui est minimum 5 ans. Une température régulière et humidité contrôlée. Donc, dans votre atelier, vous avez un coin pour le bois, le faire sécher et vraiment regarder de temps en temps comment s'accumule la vieillesse du bois. On se fait tout luthier, on se fait un inventaire. Mm-hmm. Moi, j'ai des bois, ça fait depuis 1999 que j'ai ça en stock. Oui. Il y a un bois qui avait vieilli de 20 ans, d'épinettes et autant de l'érable, de l'acajou, du noyer noir, et bois de rose. Donc, c'est des bois nobles, voilà. Des belles essences de bois. Tout à fait. Et au niveau de... Bon, là, il y a la fabrication, mais vous êtes spécialiste aussi dans la réparation de ces instruments. C'est sûr qu'exemple, comme fabricant, pour pouvoir survivre de la lutherie, il faut être ouvert à tout, possibilité pour pouvoir survivre, parce qu'on n'a rien à cacher. C'est un métier très difficile, très exigeant, et faut qu'on s'apporte du pain sur la table. Là. C'est ça. Parce qu'il n'y a rien qui se paye dans ça. Là. Tout est très cher, et le métier de luthier, au niveau des réparations, c'est un des premières ressources pour pouvoir apporter un gagne-pain là, raisonnable. Voilà.
C'est ça. Donc, on parle des services connexes, des changements de cordes, de l'ajustement d'instruments. Quelqu'un qui a de la difficulté, il en est rendu que là, il ne sait plus trop comment faire ça. Il peut faire appel à vous. La plupart du temps, le monde m'apporte leurs instruments pour les personnaliser, pour les approcher à leur exigence de dextérité. D'accord. Pour avoir une touche, exemple, une touche très facile, la personne joue très doux, bien, on va être en mesure de pouvoir faire un ajustement adéquat à sa mesure de son jeu. Parce que chaque musicien a sa manière d'exprimer et à maîtriser sa discipline en musique. Parce que l'instrument lui-même est son extension de ses expressions. De ses expressions, c'est ça. Parce que tout le monde a une personnalité lorsqu'il joue un instrument. Et là, c'est de faire valoir cette personnalité-là. C'est un peu comme le peintre. Chaque peintre a sa technique. Ah, sa technique, oui, tout à fait. Donc, il va s'exprimer par rapport à les médiums qui lui est apporté. De là, on va pouvoir exprimer, tirer profit de ce C'est ça. Et là, sûrement que vous avez eu dans votre vie des demandes spéciales pour personnaliser l'instrument. Oui. Peut-être quelques exemples à ce niveau-là? Oui. Un des plus gros projets, ça a été le Mandocello. Le Mandocello, c'est particulier. C'est la base de la mandoline. D'accord. Ici, dans la famille comme quatuor, dans les instruments à cordes. La différence, le Mandocello que j'ai fabriqué, c'est un modèle arché. On appelle en anglais archtop. C'est tout sculpté à la main. Le même principe qu'on fait pour les violons. Ah, d'accord. Donc, ça a été un projet d'1 an et demi de travail. Et il faut de la patience, hein? Parce qu'on ne voit pas le bout là, la semaine suivante. Ça a été comme à travers ça, on dit à temps perdu, on dit mais c'est réalisation à long terme, mais qui donne un effet sûrement magnifique. Oui. Et à travers ça, on dit, c'est sûr que la personne a été plus exigeante. On dit, elle a dit, mets-moi de la maquetterie à grandeur. Oh là là! Donc, l'instrument a de la maquetterie sur le cordier, sur la tête, sur le contour de la touche, sur le contour de l'instrument, à l'endos, à l'avant et à l'endos. Donc, en plus de ça, la finition et tout le travail de lutherie qui était investi. Là, c'est pour ça. Mais lorsque vous ajoutez des choses sur l'instrument, est-ce que ça peut éventuellement changer la sonorité de cet instrument? Si c'est pas contrôlé, ça peut améliorer et ou empirer. Empirer la situation. Parce qu'il faut vraiment, comment je veux dire, maîtriser l'application. En particulier, un des produits qui fait quand ça coupe le son, c'est le trop et le superflu de vernis. Donc, au fur et à mesure de votre travail, vous écoutez l'instrument. Il faut absolument qu'on soit absolument tout le temps en contact et on l'écoute, l'instrument. C'est ça. Et il y a aussi de l'entretien. Bon, on parlait du changement de corde, le manche de l'instrument, que ce soit aussi du collage qui va là-dessus. Il y a plusieurs, comment je pourrais dire ça, donc gestes que vous posez envers l'instrument. Oui, mais dans les collages, il y a différentes matières de collage. Les colles, on a à peu près 4 à 5 types de colles. Dépendamment qu'est-ce qu'on va utiliser. Ça part de la colle animale, la colle synthétique animale, après la colle pétrochimique qu'on appelle la colle d'ébénisterie. Par la suite, on a les colles composées qui est chimique, époxy. Et là, avec le temps, je dirais que beaucoup de produits se sont développés. D'accord. Et finalement, tous ces procédés-là, ça fait partie de votre processus de création aussi. Parce qu'on dit toujours, vous êtes un artiste. Bien, je me dis artiste, oui, mais je ne me qualifie pas artiste. Je veux dire, franchement, le jour où je veux dire que je suis artiste, ça va être peut-être bien à la fin de mes jours. Mais ce sont quand même des créations uniques oui. qui sont faites, qui sont produites.
tout à fait. On parle souvent, quand on fait des choses, recherche, expérimentation, test, etc. C'est sûr que dans votre métier de luthier, il y a des normes à respecter. Alors, lorsque vous fabriquez soit un violon ou une guitare, vous partez de bois, de cordes et de toutes sortes de pièces, mais le montage de ça tout au long, c'est quand même beaucoup de travail. Bien, à la base, concevoir un instrument, ça commence à s'asseoir avec la personne qui désire se faire un instrument, le client, et décider, voir quel type de modèle d'instrument, qu'est-ce qu'il recherche comme son. Parce que par la suite, on a au niveau de la facture des différents plans, modèles d'instruments pour pouvoir obtenir le son désiré. Comme exemple dans une guitare, ça part de la guitare par lourd, en petit format, et que ça va jusqu'à la jumbo. Donc, d'un instrument à l'autre, le son diffère. Et là, à partir de là, on peut rechercher un son dans l'instrument plus brillant ou très profond, qu'on dit d'un grave, basse. Donc, à partir de là, le registre est très large et c'est à nous, à voir qu'est-ce que le musicien recherche par rapport à l'instrument. Et durant la confection, quel élément qu'on va mettre dans l'instrument. Quand je dis élément, c'est quelle matière première. Le type de bois, les composantes, les épaisseurs, dépendamment de l'âge, et encore là, faire les tests de résonance, de flexion. À ce moment-là, ces tests-là, est-ce que vous le faites avec votre client pour qu'il... Non, au départ, je demande au client qu'est-ce qu'il recherche, et par la suite, je m'oriente, je me fixe. C'est comme si... Je suis comme un peu un ordinateur, je vois déjà le projet fini. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme, on se donne c'était l'objectif désiré, et de là, on va pouvoir comme aller chercher à ajouter les éléments nécessaires pour pouvoir faire la création d'un instrument. On dit de certains musiciens qu'ils ont l'oreille absolue. Vous avez une oreille technique face à ça. Bien, comme j'ai dit tantôt, très jeune, je m'assisais devant ma parenté, j'écoutais de la musique des soirées de temps, donc l'oreille, c'est affiné déjà très jeune. Je ne peux pas dire que j'ai l'oreille absolue, parce que l'oreille absolue, c'est celui qui va être capable d'entendre un son et dire « Ah, ben ce son-là est telle note. » Moi, je ne suis pas dans cette mesure-là, mais je peux dire que carrément, si elle est fausse ou est égale. Le quick, vous connaissez. Oui, c'est ça. Parce que déjà, en partant, le fait autant d'accorder et réparer les pianos, c'est particulier. Là, on a 88 notes, là, à être toutes synchronisées, harmonisées par rapport à tout le type d'instrument qu'on a devant soi. Et là, quand on parle de l'accordage de piano, en particulier, chaque note, c'est comme 1 jusqu'à 3 cordes par note. Et là, il faut qu'on synchronise pour aller chercher la justesse. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis j'ai une très bonne oreille. Et je sais quand quelqu'un est fausse ou... Alors là, vous vous déplacez chez les gens pour l'accord de piano, exemple. Oui. Vous avez des clients qui sont des érudits de la musique, qui sont des professionnels, peut-être aussi. Oui. Mais il y a des clients qui peuvent arriver et qui sont des néophytes, qui ne connaissent presque rien, mais qui veulent découvrir les instruments. Oui. Ben, moi, j'ai compris que la musique est à portée de tous et chacun. J'ai appris à respecter le niveau de la personne. Je me suis jamais arrêté sur les musiciens de vouloir faire tout le grand prestige. Et au contraire, à mon point de vue, celui qui a le plus grand prestige, c'est celui qui commence, parce que carrément, c'est lui qu'il faut qu'on aide de plus à pouvoir l'encourager et persévérer. Celui qui a déjà une bonne maîtrise, il n'a jusqu'à se laisser aller. C'est ça.
Mais à ce niveau-là, non, c'est quelque chose de particulier, là. Parfait. Et au niveau de la reconnaissance des gens dans le domaine, ici au Québec, par rapport à l'international, il y a la compagnie Boucher Guitare qui est vraiment excellente et qui rayonne partout. Oui. Pour moi, d'être appelé à travailler pour eux comme réparateur professionnel, en particulier pour faire respecter les garanties, les réparations des bris, c'est comme un summum à toute mon expérience sur le marché. C'est une grande reconnaissance parce que c'est pas n'importe qui peut avoir les pieds là. Exact. Parce que la compagnie Boucher, avant tout, si on regarde dans l'histoire, c'était les guitares normands à la patrie, suite à un changement de propriétaire qui est tombé entre les mains des guitares Godin. Mais la famille a continué sous le nom de Boucher. Mais ils ont développé un produit plus de qualité élevée. Et aujourd'hui, à cause de ce qu'ils ont fait, ils sont reconnus internationalement pour la qualité qu'est-ce qu'ils en fabriquent. Donc, il y a sûrement de grands musiciens qui ont acheté du Boucher. Oui, il y a des gros noms au niveau de ça. Là. C'est international. Bon. On entend parler souvent des musiciens québécois qui en ont un. Michel Rivard, Patrick Normand, Richard Séguin. Il y a pas mal, certains, beaucoup, ils en ont eu un en main. Là. C'est ça. Donc, quand on a un de ces instruments-là, on a quelque chose de qualité, on peut en être assuré. Oui. Et vous assurez aussi la réparation par la suite. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Oui. Il y avait un film qui s'est fait par le cinéaste québécois François Girard, Le Violon rouge. Oui. On voit un maître luthier, Nicolas Bussotti, et on est en 1681. Oui. J'ai noté l'année. Les instruments ont quand même changé à travers le temps. Oui. Trouvez-vous qu'ils sont encore plus beaux qu'auparavant? J'aime bien le côté rustique, moi. Oui? Oui. Mais avec le temps, je dirais que le niveau du monde du violon, ça a beaucoup resté très, très, très traditionnel. Il respecte la facture de l'instrument lui-même. Mais c'est sûr qu'avec la technologie, ils ont développé des produits relatifs. Comme j'ai parlé tantôt, un élément qui m'avait amené à ça, c'était le violon électrique. Électrique, oui. Donc, ils n'ont pas fermé la porte à produire du développement. Mais au niveau de la côté acoustique, le violon est resté beaucoup, beaucoup à son côté très traditionnel. Très traditionnel, parce que la forme n'a pas changé au niveau et même les techniques, ces choses-là, l'application, ils sont très stricts sur ça. C'est ça. Et au niveau des guitares électriques, maintenant, on sait que c'est excessivement populaire. Oui. Au niveau des guitares électriques, je pourrais dire qu'il n'y a pas de limite. Là. Il n'y a pas de limite à ça. Oui, au niveau de la création, il n'y a pas de limite. Là. Yves Lanteigne, oui. Vous êtes un amoureux de la musique. Oui. Est-ce que vous jouez d'un instrument vous-même? Oui. Avant tout, je joue de la guitare et je chante. Ah, vous chantez? Oui. Ouais. Pendant plusieurs années, j'ai fait la direction de chorale. Est-ce qu'on peut savoir quel style vous avez? C'était la musique chrétienne, dans les églises. Ouais. D'accord. Dans les dernières années, je me suis amusé avec faire la musique celtique avec un grand ami, Bruce Murchison, qui était un ancien violoniste, bassiste qui a accompagné Richard Séguin, Bertrand Paquette, Daniel Lavoie. Donc, avec cette personne-là, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est une passion, en fait, que vous voulez continuer dans votre vie. Oui. Vous n'êtes pas prêt d'arrêter d'être luthier? Je ne penserais pas. C'est trop dans mon sang. Ouais. C'est ça. Yves Lanteigne, est-ce que, pour terminer l'émission, est-ce que vous avez un message à laisser à votre public? Oui, c'est... si vous avez l'appel à jouer de l'instrument, c'est apprendre
à se vraiment discipliner et performer, persévérer et le vivre de fond en comble. Mais ce que j'ai à dire, c'est que c'est pas donné à tout le monde. C'est comme... C'est une part de nous qu'on veut exprimer pour pouvoir partager ce qu'on vit au fond de soi-même, que c'est l'interprétation, composition. Je vous dirais, mais croyez-y, lâchez pas. C'est une question de passion, d'amour propre, pour s'apporter de quoi dans notre vie pour pouvoir vivre une certaine de l'intégrité et un respect par rapport à ce que la vie nous partage. Merci beaucoup, Yves Lanteigne. Et on voit très bien que chez vous, cette passion ne mourra jamais. Alors, merci d'avoir été généreux avec nous sur toutes ces explications et même techniques. Merci. Alors, cher public, voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour l'émission Un peu, beaucoup, passionnément de la télévision communautaire de l'Érable. À bientôt.